Bonjour, aujourd'hui on va s'attaquer à un sujet complexe. Cette pression énorme qu'on peut ressentir, la pression de réussir. On va voir pourquoi parfois on devient notre propre pire ennemi et comment on peut complètement changer notre regard sur l'échec, le voir non pas comme une fin, mais comme un vrai moteur pour grandir. C'est parti, on y va. Alors voilà comment on va avancer. D'abord on va décortiquer ce fameux piège du succès parfait. Ensuite, on verra ce que ça engendre à l'intérieur de nous, l'auto-sabotage. Après ça, on basculera complètement de perspective pour voir comment l'échec peut être une force. Et on terminera avec du concret, des outils pour que chacun puisse construire sa propre réussite. On commence donc avec la première partie, le piège du succès parfait. On va essayer de comprendre d'où vient cette pression de devoir, de paraître sans défaut. Ça part souvent d'un sentiment très commun, une sorte d'angoisse. Prenons l'exemple de Camille. Elle était littéralement submergée par l'idée que la moindre erreur, le moindre échec, allait la définir pour toujours. Ça, c'est le point de départ. Et bien sûr, cette pression, elle est décuplée par les réseaux sociaux. On est bombardé en permanence par des best-of, des vies parfaites, des succès éclatants. Et à côté, nos propres galères, nos difficultés nous paraissent complètement anormales, comme si on était seul à les vivre. Et le résultat de tout ça, c'est un véritable cercle vicieux. On commence par cacher ses échecs. Du coup, on n'ose pas demander d'aide, de peur d'être jugé. Et forcément, on finit par se sentir comme un imposteur. Ce sentiment d'imposture, il ne fait que renforcer l'isolement. Et la boucle est bouclée. Ok, donc cette pression qui vient de l'extérieur, elle finit par créer quelque chose en nous. Et ça nous amène tout droit à notre deuxième partie, l'ennemi intérieur, l'auto-sabotage. C'est le moment où finalement on devient son propre obstacle. Mais alors, l'auto-sabotage, c'est quoi au juste ? En gros, c'est un ensemble de comportements, souvent inconscients, qui nous font échouer pile au moment où on est sur le point de réussir. C'est comme si une partie de nous pensait ne pas mériter ce succès. Et ça se manifeste de manière très concrète. Des choses qu'on a tous déjà faites, j'en suis sûre. Par exemple, ne pas finir ce qu'on a commencé, abandonner un projet juste avant la fin. Ou alors, la procrastination, repousser sans arrêt. Comme ça, si on échoue, on a une excuse toute trouvée, j'ai manqué de temps. Et enfin, le perfectionnisme. Le fameux perfectionnisme qui sert de bouclier pour ne jamais vraiment livrer quelque chose. Et derrière ces comportements, il y a des racines bien plus profondes. Il y a la peur de l'échec, bien sûr, mais aussi une faible estime de soi. Il y a le syndrome de l'imposteur, ce sentiment de ne pas être légitime. Et puis il y a cette peur de décevoir, la peur des attentes que les autres, ou même nous-mêmes, placent en nous une fois qu'on a réussi. Bon, tout ça, ça peut paraître un peu sombre. Mais si on avait tout faux sur l'échec ? Si on changeait complètement notre façon de le voir, c'est exactement ce qu'on va faire dans notre troisième partie, échouer pour mieux réussir. On va voir comment transformer ce qui nous fait peur en un véritable tremplin. Et la première chose à faire, c'est de se poser une question fondamentale. Et si l'échec, ce n'était pas le contraire du succès ? Si, en fait, c'était une étape obligatoire sur le chemin du succès. Prenons un exemple que tout le monde connaît, J.K. Rowling. Son manuscrit a été refusé, pas une fois, pas deux fois, mais par 12 éditeurs. 12! Elle a vraiment touché le fond. Et pourtant, c'est précisément cette série d'échecs qui a forgé sa détermination incroyable. Ou encore, Steve Jobs. Le type s'est fait virer de l'entreprise qu'il avait lui-même créée. Imaginez l'humiliation publique. Ça aurait pu le détruire, mais non. Cet échec dévastateur a été un catalyseur. C'est ce qui l'a poussé à se réinventer et, au final, à réinventer toute notre relation à la technologie. En fait, on a un modèle parfait de ça juste sous nos yeux, depuis toujours. Un bébé qui apprend à marcher. Il tombe, il se relève, il retombe, des centaines de fois. Est-ce qu'on se dit qu'il échoue ? Non, jamais. On dit qu'il apprend. Alors pourquoi, une fois adulte, est-ce qu'on change les règles du jeu ? Toute cette philosophie, elle est résumée dans un concept qui vient de la Silicon Valley, le fail fast, ou échouer vite. L'idée est simple. Au lieu de tout faire pour éviter l'échec, on va le chercher, mais à petite échelle. On teste une idée rapidement, on regarde le résultat, bon ou mauvais, et surtout on apprend de ce résultat pour rajuster le tir. C'est la manière la plus rapide de trouver ce qui marche vraiment. D'accord, c'est bien beau tout ça en théorie. Mais en pratique, on fait comment ? C'est là qu'on arrive à notre dernière partie, construire sa propre réussite. Voyons ça comme une boîte à outils pour devenir plus résilient. Le premier truc, et c'est peut-être le plus important, c'est de passer du rêve à l'action. Le grand secret des gens qui accomplissent des choses, c'est qu'ils découpent leurs objectifs immenses en toutes petites tâches quotidiennes. Le fantasme, c'est de dire « un jour, j'écrirai un livre ». L'action, c'est de se dire « aujourd'hui, j'écris une page ». Toute la différence est là. Alors concrètement, voici 6 pistes pour apprendre à se relever.
D'abord, faire le point sur ses propres forces, ses capacités. Ensuite, et c'est crucial, définir ce que le succès veut dire pour soi et pas pour les autres. Troisième point, faire le ménage dans ses réseaux sociaux. On arrête de suivre les comptes qui nous font nous sentir nuls. Quatrièmement, on s'entoure de gens qui nous soutiennent vraiment. Cinquième point, la base. On arrête de se comparer. Et enfin, le sixième point qui résume tout, on apprend à voir ses erreurs non pas comme une sentence, mais comme de l'information, de la donnée pour progresser. Et il y a cette phrase de Bernard Tapie qui résume tout ça à la perfection. Assure-toi de réussir ta vie et non pas de réussir dans la vie. La nuance est énorme. L'objectif n'est pas de cocher les cases d'un succès défini par la société, mais bien de construire une vie réussie selon ses propres critères. Tout ça nous amène à la question finale, la plus importante en fait. Après tout ce qu'on vient de voir, la question à se poser est qu'est-ce que le succès finalement pour soi ? Le but, ce n'est pas forcément d'avoir une réponse toute faite, mais peut-être simplement de commencer à vivre avec cette question en tête. Merci d'avoir pris le temps de cette réflexion.